Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous de la réinformation où il sera question aujourd'hui d'un psychopathe fourbe, violeur, assassin qui fait régner sa loi en jouant de son pistolet mais surtout de son statut de policier. Alors rassurez-vous, ce monstre-là ne sévit pas dans nos rues, pas lui en tout cas. Pas encore, mais dans les pages d'un livre du romancier Humphrey Pocahart. Guerre des tranchées ensuite, on reste avec des psychopathes, mais nous quittons les États-Unis pour les travées de la fête de l'UMA, où François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon s'affrontent à couteau tiré. 5 ans après George Kuzmanovic et Andrea Cotarac, François Ruffin s'aperçoit que le leader Maximo de LFI a sacrifié les ouvriers français à la bourgeoisie woke et aux musulmans des cités. Dans un livre paru le 11 septembre, il tire la sonnette d'alarme en prévision de sa candidature présidentielle en 2027. Nous repartons ensuite aux États-Unis pour découvrir la personnalité et l'action d'un influenceur américain qui s'appelle Robbie Starbuck et qui a ce mérite inouï de faire reculer les entreprises woke. Et nous allons voir s'il peut inspirer un modèle français. États-Unis toujours, où nous avions tranquillement pensé à un commentaire sur le débat de Donald Trump contre Blablabla Harris. Et bien sûr, notre sujet se voit tout perturbé par la nouvelle tentative d'assassinat contre notre républicain peroxydé préféré. Donc évidemment, nous parlerons aussi du gars qui a essayé de l'assassiner. Nous reprenons un vol direct pour l'Europe et précisément pour l'Italie, afin de parler d'immigration, de démocratie, de droits de l'homme, avec l'incroyable réquisition du parquet de Palerme contre l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, au motif que ce dernier aurait empêché des bateaux d'immigrés illégaux d'accoster dans des ports italiens, mettant soi-disant en danger et restreignant le droit inaliénable à la libre circulation de ces clandestins, donc en situation illégale. Nous dirons ensuite du mal du pape, qui nous donne... parce qu'il nous donne chaque jour un peu de grain à moudre. Sors de ce corps. Bon, écoutez... Cette fois, il a dit des bêtises dans l'avion qu'il ramenait de Singapour, où il a d'abord critiqué ses hôtes, à qui il venait de faire la leçon, mais il a aussi critiqué Donald Trump et bientôt il critiquera notre flamby allemand, Olaf Scholz, parce que ces derniers s'opposent à l'immigration. Selon lui, s'opposer à l'immigration, c'est, je cite, un péché contre la vie. La seule bonne nouvelle de son voyage, c'est qu'il a aussi répété aux journalistes qu'il n'irait pas à Paris, il l'a dit 2 fois, pour la réouverture de Notre-Dame. Il a un problème avec les Français qui est quand même assez particulier. Et enfin, s'il nous reste 5 minutes, nous nous pencherons sur une petite paroissienne qui devrait plaire à François. Elle s'appelle Julie Delpy, elle sort un beau navet bien mou sur les écrans, et son histoire, c'est l'histoire d'un village de Plouk, franchouillard, qui se réjouit à l'idée d'accueillir des réfugiés syriens, mais qui déchante en voyant sortir des bus une marée d'immigrés syriens. J'ai dit quoi ? Oui. Non, cette population de Plouk, évidemment, se réjouit d'accueillir des Ukrainiens, mais qui déchante en voyant sortir des bus, donc des immigrés syriens. Et moins blond, plus barbu. Et donc, c'est l'occasion pour cette dame de montrer que, sous leur générosité de façade, les Français restent des racistes systémiques, obtus et fermés à la vraie diversité. Foi de Julie Delpy, qui vit depuis 30 ans dans une villa à Los Angeles, et dont les contacts avec des Noirs et des basanés se limitent sans doute à son personnel de maison, mais elle connaît quand même le sujet mieux que nous. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai la joie et l'honneur, avec Françoise, d'accueillir les psychopathes de la réinformation. Humphrey Pocahart en personne, écrivain. Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine. Bonsoir. Xavier Van Lierde, journaliste. Jean-Yves Le Galouf, président de Polémia. Et nous attendons Charles-Henri Deloy, mais on ne sait pas s'il sera là. Alors, vous pouvez, chers auditeurs, nous envoyer vos courriers à courtoisie@radiocourtoisie.fr, courtoisie@radiocourtoisie.fr, et vous pouvez également téléphoner à Solange qui prendra vos messages au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Nous vous attendons, mais tout de suite, c'est le moment de parler de l'horreur d'été, le roman noir d'Humphrey Pocahart. Un roman, donc réédition d'un roman noir, mais noir bien noir, hein, noir charbon, noir comme une chanson de Johnny Hallyday, et qui, pour donner aux auditeurs de Radio Courtoisie une certaine idée, m'a évoqué, là je suis sérieux, le film Délivrance de John Boorman, mais également une sorte de John Rambo, en moins surhumain,
mais en beaucoup moins humain, parce qu'au fond, John Rambo était finalement un peu sympathique, et là, pas du tout. Voilà, c'est vraiment pas un personnage sympathique. Et Humphrey Bogart donc nous raconte l'histoire d'un chien enragé qui s'appelle Charlie Hogan, qui est un ancien du Vietnam, comme Rambo, devenu adjoint au shérif de Rockville au Nouveau-Mexique et qui profite de son étoile pour imposer sa propre loi, pour tuer qui bon lui semble et assouvir ses petits caprices, notamment sexuels, si possible auprès de gens sans défense. Et pour parler de ce salopard, donc j'ai le plaisir d'accueillir son papa, Humphrey Bogart en personne. Good evening, Humphrey Bogart. Non, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de la naissance de ce livre qui est paru en 1979. Bon, je commençais à écrire et j'écrivais des polars parce que je pensais que ça rapporterait et ça a rapporté un petit peu, pas beaucoup, mais on les écrivait vite. Celui-là, L'horreur d'été, je l'ai écrit en 4 nuits. Comme un idiot, je pensais qu'à l'époque, on était beaucoup plus libre la nuit. Mais non, il faut se lever le matin à 9h, puis se mettre à la table de travail tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Alors, Alain Pocard, évidemment, il n'était pas encore tout à fait sûr de lui. Il a quand même signé de son nom, mais il a pris un pseudonyme assez farceur, Humphrey Bogart. Bon, évidemment, tout le monde a compris. Pas besoin d'en dire plus. J'avais été je suis fasciné par beaucoup de choses. C'était d'une part, il y avait j'avais lu beaucoup de séries noires, j'avais vu beaucoup de films américains et j'avais envie un peu de m'amuser avec ça et je pensais au un roman de Boris Vian, à mon avis le seul bon qu'il ait écrit, il l'a écrit sous un pseudonyme, celui de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian, c'est J'irai cracher sur vos tombes. On attendait la suite. J'irai tomber sur vos crachats, mais il n'avait pas paru. Bon. Donc j'ai écrit ça donc, en 4 nuits pour toucher un chèque que j'ai touché d'ailleurs. J'ai immédiatement eu les... Alors, ces livres ne paraissaient pas dans les librairies. Ils étaient à l'époque dans des petits portants, des tourniquets devant les magasins de journaux, les kiosques à journaux. Et bon, j'ai eu les 3 interdictions. Interdiction aux mineurs, à l'affichage et à la publicité. Mais personne ne songeait un instant à faire de la publicité. Alors oui. Je voulais justement vous demander comment ça se fait que ça a été censuré à ce point. C'est-à-dire, il y a eu quel est le délai d'ailleurs avant que la censure ne tombe? Je n'en sais fiche trop rien, vous savez. Moi, Mais c'était préalable à la sortie ou ça a suivi? Vous avez d'abord eu une sortie normale? Il est sorti un petit peu. L'interdiction est tombée un petit peu après, quoi. On a eu le temps d'en vendre. Ouais. Mais en plus, on pouvait faire des recours qui, en général, aboutissaient. Ça avait commencé dans les années 70 avec de la littérature érotique. Mmh. Et bon, les recours aboutissaient. Non, là, bon, si vous voulez, je suis quelqu'un... Alors, j'ai tout de suite eu des critiques assez négatives, notamment dans la revue Polar, où par la suite, je me suis fait beaucoup d'amis. Alors pourtant, il est drôlement bien écrit, je le dis vraiment sincèrement. Je le trouve mieux écrit maintenant que je le pensais à l'époque. Si c'était en 4 nuits, c'est extrêmement impressionnant. Et il y avait j'étais fasciné... D'abord, alors, voilà les critiques qui ont été faites. D'abord, on m'a ressorti cette phrase attribuée à Talleyrand que je trouve stupide, même si elle est de Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Parce que moi, un de mes écrivains préférés, c'est Léon Bloy, qui est toujours excessif et jamais insignifiant. Ensuite, on m'a reproché d'avoir trop lu Jim Thompson. Alors, je crois qu'à l'époque, je ne l'avais pas lu. C'est excellent, Jim Thompson, et son plus connu, 1275 âmes, est une merveille. Voilà, et puis j'ai mis de la violence dedans, parce qu'on était tout à fait dans l'époque de la violence. On attendait la sortie de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, d'après une histoire vraie, qui a servi aussi à Hitchcock pour Psychose. Ce type s'appelait Ed Gein, qui tuait ses victimes, qui leur enlevait la peau et qui se revêtait de la peau des victimes et tout. Oui, la réalité... Ça fait penser au Silence des agneaux, oui. Voilà, bon. Et alors, comment vous avez imaginé un salopard pareil? Parce qu'il est vraiment abject, le bonhomme. Non, c'est vrai. Je ris parce que je me dis que c'est exactement c'est le meilleur commentaire de l'actualité. Il est sérieusement arrangé. Enfin, il est complètement fou. C'est un psychopathe. Oui. C'est un psychopathe. Il a trouvé une chose formidable au Vietnam, c'est qu'il était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et reconnaissons-le, nous avons tous eu envie de rentrer dans un magasin de porcelaine et tout casser. Bon, et puis, il y a une grande lecture quand même. Bon, je suis allé une fois aux États-Unis, à New York, mais c'est pas les États-Unis, New York, loin de là. Hein, bon, quand on est au Nouveau-Mexique, je n'y ai jamais fichu les pieds. Et la ville existe? J'avoue que j'ai pas vérifié. Non, Rockville, vous savez, en plus, il y a un gars qui s'appelle Scotty Moore, qui était le premier guitariste. Je vais donner le nom de Scotty Moore, qui était le premier guitariste d'Elvis Presley. Bon,
Non, je me suis amusé et dire jusqu'où je peux aller, quoi, voilà. D'accord. Et comment on fait, néanmoins, vous ne répondez pas à la question, pour se mettre dans la peau d'un psychopathe comme ça? C'est-à-dire, ce sont vos idées ou ce sont des exemples que vous avez trouvés dans la presse, dans les faits divers? C'est pas très rassurant. Écoutez, jusqu'à présent... Vous n'avez tué personne? C'est comme a chanté Brassens, je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Non, c'est pas, ça vient comme ça. Hein. Oui. Bon, vous savez, il y a quand même... La plupart des écrivains... il y a beaucoup d'écrivains qui ne sont pas de bons écrivains, qui pensent qu'il faut se torturer les ménages. Il y a des choses qui sont dans l'inconscient, puis un jour ça arrive. Ça sort, oui. Et peut-être que c'était une façon d'exorciser certaines violences qu'on doit tous porter en nous d'une certaine manière, dans notre inconscient. Voilà, je ne sais pas, mais je me suis bien amusé en l'écrivant. Quoi. Et puis il y a aussi une chose, c'est que la guerre du Vietnam m'a fasciné. Alors, la guerre du Vietnam m'a fasciné de plusieurs façons. On reproche aux Vietnamiens d'avoir pendant 30 ans lutté contre les Français et les Américains sous direction communiste. Mais vous savez, moi, quand j'avais mon service militaire, je discutais avec des officiers et des sous-officiers français qui avaient fait l'Indo, comme ils disaient, et c'est une tradition millénaire chez les Vietnamiens de s'opposer aux envahisseurs, dont les plus grands, d'ailleurs, ont toujours été les Chinois. C'est bon. Voilà, donc il y avait une certaine admiration, malgré tout, pour des gens qui s'étaient bien battus. C'est ce que me disaient mes sous-off et mes officiers. Ils aimaient le pays, les sous-off, les officiers. Oui. Ils aimaient le pays, ils aimaient la nourriture, ils aimaient d'autres choses encore. Peut-être quelques petites pipes d'opium de temps en temps, mais enfin, faut pas exagérer. Et si évidemment les communistes vietnamiens ont fait des erreurs épouvantables, il y a aussi une horreur épouvantable qui continue d'empoisonner le pays, c'est quand même l'agent orange des Américains. Alors si ceux qui ne savent pas ce qu'est l'agent orange, c'est un défoliant, oui, voilà. Parce qu'il disait s'il n'y a plus de végétation au Vietnam, les révolutionnaires pourront plus se planquer sous les arbres. Mais non seulement les soldats américains ont eu des cancers à répétition, mais il y a aussi des gosses qui sont nés sans bras, sans jambes et tout. Non, je pense quand même que les États-Unis d'Amérique sont en état de crime contre l'humanité permanent, quoi. Et donc ce Charlie Hogan, donc, il incarne un petit peu ça, c'est-à-dire ce que les... Mais écoutez, là, vous avez vu hier ce qui s'est passé. Nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump. Ouais. Et Kamala Harris, qui venait après Joe Biden, qui avait dit la même chose, après le premier attentat, il n'y a pas de place pour la violence aux États-Unis. Non, on a envie de rigoler. D'abord, il y a le deuxième amendement, et ils ont le droit d'être armés. Armés, oui, de se défendre. Et deuxièmement, il y a une chose qu'on n'a jamais... Moi qui suis un amateur de western, je peux vous en parler. Hein, bon. C'est que quand un président des États-Unis, je ne sais plus lequel, dit « Go West, young man », va vers l'Ouest, jeune homme, les gens arrivent avant la loi, avant l'État. Donc forcément, on est dans le pays outlaw, en dehors des lois, et c'est ça qui a créé la violence américaine typique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été violent, nous, dans notre histoire, avec les guerres de religion, la Révolution française et tout ça. Mais eux, je crois que la violence est consubstantielle aux États-Unis d'Amérique. Et avec une certaine idée de la morale. Parce que votre héros, notamment, enfin l'anti-héros, a une certaine notion, enfin il se fait une idée de la morale. Par exemple, il trouve que les femmes sont un peu trop aguicheuses. Et en fait, comme il est dingue, mais il est quand même hyper moralisateur, au fond. C'est, vous savez, j'ai jamais fait... J'ai jamais fait la morale à personne parce que j'ai horreur qu'on me la fasse. Son flingue. Et si quelqu'un veut me la faire ce soir, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, vos hippies rappellent un peu la bande de Charlie Manson. Vous parliez de violence, mais il y a une certaine... Tout ça, c'était des choses qui traînaient un peu dans la tête à l'époque. Alors moi, le film qui m'a plutôt influencé... Oui, je parlais de Délivrance, moi. Oui, Délivrance, ça c'est bien vu. Oui, c'est bien vu. Non, et Rambo Oui, Rambo aussi, mais je ne sais pas si... C'était pas sorti, je pense. Si, le roman était sorti en 82, le premier, oui. Et le premier est très bon. Oui, les suivants sont sans intérêt, mais le premier est très bon. Malgré qu'on ait changé la fin, bon bref, Rambo pleure dans les bras de son vieux colonel. Alors que dans le roman, il se fait tuer. Il se fait tuer, voilà. Par son colonel. Oui, enfin pas... non, je crois qu'il se fait... Enfin, peu importe, vous savez, le colonel en tout cas, il est mort. Non, mais surtout, moi, j'ai remarqué une chose quand même en littérature, c'est que quand on a du plaisir à écrire un livre, les gens ont du plaisir à le lire. Pas tout le monde, évidemment. On peut pas plaire à tout le monde. Et tandis que
je comprends pas, par exemple, le plaisir que les gens ont à lire Annie Ernaux ou Marguerite du Rasoir. Je comprends c'est pas. beaucoup plus violent qu'un roman d'Humphrey Bogart de lire Annie Ernaux. C'est une violence mentale infinie. Voilà, bon, non, mais vous savez ce que disait Léoto à propos de... On ne trouve plus de femmes de ménage, elles écrivent toutes. Alors vous avez une écriture qui est très cinématographique. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est comme ça? Non, c'est comme ça. Alors, je vais vous dire, parce que je dis beaucoup de mal des États-Unis et je pense que l'American Way of Life, entre guillemets, est vraiment quelque chose de très condamnable. En même temps, et en accord avec mes amis Jean Dutour et Pierre Gripari, on pense que la meilleure culture populaire au XXe siècle a été américaine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Donc ils en ont fabriqué une à partir de leur histoire récente en s'appuyant sur les mythes. Bon, les cow-boys, c'est les centaures. Alamo, c'est la bataille des Thermopyles. Voilà, ils ont recréé tout ça. Et je crois que vraiment, le cinéma américain de divertissement, et quand il est fait par des gens comme John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks et tout, et Ken Vidor, est de très très grande qualité. Et je trouve que la littérature populaire américaine... Gripari m'a dit une chose. Gripari, il avait un sens de ce qui était juste. C'était une intelligence, mais pas une intelligence froide, une intelligence charmante et puis pleine de rigolade, quoi. Il m'a dit, mais tu sais, dans les polars américains, là, les femmes fatales, les vampes, il dit, ce sont des héroïnes bibliques. Ce sont les nouvelles traductions de Dalila, de Judith, de Jézabel et même un peu de Bethzabée aussi, parce qu'après tout, elle a sa part de responsabilité. Voilà. C'est-à-dire que il y a ce double aspect dans la culture américaine, hein. C'est la marchandise, hein. C'est le triomphe de la marchandise. Et en même temps, mais là c'est fini, hein. Il n'y a plus de bon cinéma américain. Voilà, ils se sont fini, tiré une balle dans le pied avec le nouveau code Hays, en fait, qui est le code woke maintenant. Alors, le code Hays... C'était pas si bête que ça, parce que justement, en interdisant de montrer des choses... Ils obligeaient la créativité. Et il y a des tas de films de Cécile B. DeMille qui sont d'un érotisme absolu, alors qu'on voit pas le bout d'un sein, on voit pas une chute de rein, quoi que ce soit, et c'est beaucoup plus pervers, en fait. Et au fond, c'est américain d'être pervers en ne l'étant pas. Et... C'est protestant, en tout cas. C'est protestant. Oui, cela dit, John Ford, Raoul Walsh, ça, c'était des catholiques. Hein. Walsh et Ford, enfin, ils s'appelaient pas Ford, mais c'était des Irlandais d'origine. Hein. Alors, malheureusement, le temps passe à une vitesse folle. Donc, on va redonner les informations pratiques. Donc, ça s'appelle L'horreur d'été. C'est de Humphrey Bogart, alias Alain Pocard, patron d'émission à Radio Courtoisie. C'est publié chez Auda Izarn. Ça coûte 12 € seulement. Et voilà, c'est ce que je disais. Si vous aimez la collection Harlequin, allez-y. La collection Harlequin, non, ça m'intéresse. Vous croyez qu'ils auraient pu publier ça dans la collection Harlequin? Non, j'allais dire, si vous aimez la collection Harlequin, si la violence vous rebute, écoutez, c'est pas tellement pour vous. J'ai ouvert un Harlequin, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à lire que du Marguerite du Rasoir. Ah oui, non mais là vous prenez des extrêmes. Mais Annie Ernaux, Marguerite Duras, effectivement, oui. Et puis toute la bande du nouveau roman, c'est pas terrible. Là, c'est pas du nouveau roman, c'est du bon roman noir. Vous êtes très gentil. Non, c'est vrai. Non, sérieusement, je dis ce que je pense, parce que sinon, ça sert à rien d'inviter les gens. Je vous aurais pas invité si j'aimais pas. Mais bon, c'est... Et voilà, donc vraiment, achetez-le. Et donc, L'horreur d'été, interdit aux mineurs, interdit à l'affichage, interdit à la publicité lors de sa sortie en 79. Donc, c'est terminé. Ça coûte 12 € aux éditions Izarn et c'est Humphrey Bogart. Et on peut se le procurer en allant mercredi 18... à la librairie Vincent, qui se trouve 115 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e, métro École Militaire. C'est donc le mercredi 18 de 17h30 à 19h30, librairie Vincent, 115 avenue de la Bourdonnais, Paris 7e. Eh ben, on l'ajoutera sur les réseaux sociaux. Alain Pocard, merci beaucoup. Je vous remercie, amusez-vous bien, si tant est que l'actualité soit rigolote. On va trouver moyen. À bientôt. À bientôt. Alors... on se souvient, donc on part maintenant à la fête de l'UMA, on se souvient qu'après avoir annoncé durant l'entre-deux tours des législatives donc qu'il ne siégerait pas dans le groupe LFI à l'Assemblée nationale, François Ruffin avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de boulet. Dans son nouveau livre, paru le 11 septembre, qui s'appelle « Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié », le nouveau député de la Somme donc fustige l'abandon de la classe ouvrière au profit, dit-il, des jeunes, des femmes et des minorités. En gros, c'est la reprise de la note de
l'Institut Terra Nova, donc, qui était sorti en 2011, et aux yeux donc, de Ruffin, Jean-Luc Mélenchon choisit, je cite, l'abandon, découpe la France en segments, et pour lui, le concept de Nouvelle France, la France créole promue par LFI, se fonde, dit Ruffin, sur une base spatiale et quasi raciale, et il dénonce, alors là c'est sympa, j'ai trouvé ça bien de la part de Ruffin, il dénonce la différence de traitement qui a été faite par LFI entre le meurtre de Thomas à Crépol, un jeune blanc tué par des immigrés, ou par des racailles d'origine immigrée, et l'agression d'un certain Mourad, ce jardinier victime, donc, dit-on, d'une agression raciste. Alors, est-ce que la guerre Ruffin-Mélenchon vous inspire quelque chose ? Est-ce que vous y voyez une évolution logique attendue ? Est-ce que ça vous étonne ? Comment est-ce qu'on interprète ? C'est logique de la part de... Philippe Ménard. C'est logique de la part de Ruffin d'aller au bout de sa séparation tactique et stratégique avec Jean-Luc Mélenchon. Et il le fait sur des bases qui sont d'ailleurs toujours les siennes, c'est-à-dire réunir les Français plutôt que les opposer, s'occuper des pauvres plutôt que de s'occuper des riches, et être moins obsédé de conquête électorale que de justice sociale. Voilà. Bon, de la part de Ruffin, il est dans la posture du gauchiste moyen, aimable, un peu utopiste. Voilà. Mais donc, je vous laisserai en dire beaucoup de mal, Jean-Yves. Disons qu'il est un peu à la bourre. Parce que, pourquoi il ne l'a pas fait en 2019 ? Il est désarticulé électoralement, puisque dans sa circonscription, il y a une partie rurale, Flexicourt, qui est une partie de... employons le vocabulaire de petits blancs, qui continuent à voter pour lui, mais qui a tendance à voter de plus en plus marine. Et il a une partie de quartier immigré d'Amiens, et donc il est désarticulé. Et à terme, il est condamné. Il est condamné électoralement, puisque Mélenchon présentera quelqu'un contre lui, et donc son électorat des tours, comme il dit, disparaîtra. Et le candidat de Marine raflera l'électorat des bourgs, et il est condamné. Voilà, je crois que c'est ça le sort de Ruffin, qui quand même n'est pas toujours d'une grande élégance, puisque sans doute parce qu'il fallait à l'époque donner des gages à tonton Mélenchon et à l'extrême gauche, a quand même refusé de serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée nationale lors de la séance inaugurale. Bon, moi je crois qu'il est évidemment ses petits camarades comme Delogu à Marseille ou d'autres, ils n'ont qu'un seul électorat, qu'un électorat immigré, c'est évidemment plus facile à coordonner. Oui. Mais alors, c'est surtout qu'il aurait pu le faire. Moi, là où je le trouve un petit peu, comment dirais-je, tendancieux, c'est que il a quand même condamné le départ de gens comme Kuzmanovic, encore une fois comme j'en parlais, ou Andrea Cotarac, qui ont quitté le parti pour les mêmes raisons en 2018 et 2019, en disant en gros qu'il y avait un choix à faire entre le souverainisme de gauche et l'attachement à la défense des classes populaires, des ouvriers notamment, et la lutte contre la dérive wokiste qui se mettait en place. Il n'y avait pas encore d'islamo-gauchisme à l'époque, c'était l'époque où Mélenchon dénonçait les femmes voilées, si on se souvient bien. C'est aussi l'époque d'ailleurs où il dénonçait la note de Terra Nova en disant que c'était une abjection. Mais donc il le fait maintenant, il le fait 5 ans plus tard, donc est-ce que sa sincérité n'est pas un peu je crois à remettre en question ? L'évolution idéologique, par exemple, de quelqu'un comme Cotarac va beaucoup plus au fond des choses, qui est maintenant député européen, du Rassemblement national. C'est un homme qui a une vue, on va dire, idéologique, doctrinale, beaucoup plus approfondie que Ruffin. Je trouve que c'est intéressant que Ruffin dise clairement, et avec évidemment toute la liberté que peut avoir un homme de gauche dans le système médiatique actuel, que la politique menée par la France insoumise, la politique électoraliste, est une politique raciste. Oui, voilà. Oui, ça va. Ça, je suis d'accord. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, c'est comme d'habitude. Ça fait très longtemps que nous disons des vérités et qu'on nous accuse d'être de parti pris
quand Ruffin dit, c'est un peu plus compliqué d'expliquer que Ruffin est un fasciste. Alors évidemment, tous ses copains l'ont fait, et ça y est, maintenant il est marqué du sceau infâme. Ah oui. Mais voilà, pour le moment, un journaliste normal de France Inter est obligé de se dire que oui, peut-être que la tactique électorale qui consiste à ne viser que les immigrés et que les personnes racisées est peut-être une manière de réintroduire violemment la race dans le débat politique. Alors, pour l'instant, il n'est pas accusé d'extrême droite, sinon par ses camarades qui l'ont fait. Ils l'ont mais bientôt, ça pourrait... Il a eu un procès de Moscou à la fête de l'humanité. Exactement. Voilà. C'est le lieu. Ils ont un peu dit Dominique de Villepin, tellement ils étaient bouleversés. À Ruffin, moi je trouve que je lui donne crédit d'être sincère. Et puis, je l'aime bien, Ruffin. Parce que c'est la gauche tradie, en fait. Non, mais c'est la gauche tradie. Il n'est pas woke. C'est la gauche des années 70. C'est le seul qui s'est rendu compte, à gauche en tout cas, enfin le seul, je ne sais pas, donc, en tout cas le seul connu et qui l'a bien exprimé, qui s'est rendu compte de la véritable coupure entre les élites et le bon peuple, quoi. Il a eu des paroles intelligentes pendant la crise des Gilets jaunes, mais sans essayer de récupérer le mouvement. Et à partir du moment où il est détesté par Mélenchon et ses sbires, déjà il a ma sympathie. Bon. Xavier Van Lierde. Non, mais vous avez raison, c'est la liberté d'expression. Et quand j'aime bien quelqu'un, je le dis aussi. Je dis suffisamment de mal des gens que j'aime pas, et je peux dire du bien des gens que j'aime bien. Pour vous rejoindre un peu, Charles-Henri Deloye, je demandais récemment à Andrea Cotarac si justement Ruffin n'aurait pas bientôt sa place au Rassemblement national, parce qu'en fait, il suit rigoureusement la même pente que Kuzmanovic et Cotarac. Xavier Van Lierde. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Charles-Henri Deloye. Ruffin, c'est la gauche des années 70 et 80. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir le fait majeur qui se produit en France et qui est celui de l'immigration massive et donc de l'irruption consécutive du facteur ethno-culturel dans le paysage politique français, qui devient effectivement un fait politique qu'il faut prendre en compte. Alors face à ce fait, évidemment, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon à la Mélenchon qui prend en compte, arrêtons de nous payer de mots, ce grand emplacement et qui décide de l'accentuer et d'en faire une clientèle. Et puis, il y a de façon symétrique d'autres forces qui se lèvent et qui souhaitent combattre ce grand emplacement. Et puis, il y a une sorte de vaste marais de gens qui sont dans le déni et qui veulent croire qu'en fait, tout ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de facteur ethnoculturel et qu'il faudrait faire comme si il n'y avait que des citoyens dans une république et qui ne veut pas connaître ce fait-là. Eh bien, Ruffin fait partie de ça. Moi, ça ne me le rend pas sympathique. Le déni ne me rend pas Ruffin sympathique de la même façon que des gens de droite qui veulent nier cet élément pourtant central pour l'avenir de notre pays ne me sont pas non plus sympathiques. Car ce déni est aussi un mensonge. Car ce fait existe et il doit être pris en compte, il doit être traité. L'avantage avec Mélenchon, c'est que les jeux sont extrêmement clairs. Et je pense qu'effectivement, un des paris de Mélenchon, c'est de se dire qu'il va devenir tellement central que le clivage va se faire autour de ce fait-là. Et c'est aussi ma conviction, sauf que bien évidemment, nous ne sommes pas du même côté de la barricade. De la barricade, oui. C'est pas un déni, c'est pas un déni. Non, c'est pas un déni. Je crois pas que ce soit un déni. C'est qu'il est citoyen et que le clivage majeur, en fait, continue. Pas tous en même temps. Non, mais il est peut-être gêné aux entournures parce qu'il peut pas sauter le pas en parlant de grand remplacement. Et là, je vous rejoins, Xavier. Mais pour moi, c'est pas. C'est peut-être un peu la politique de l'autruche pour l'instant. C'est un peu la même chose. L'autruche se met. Non, c'est pas la même chose. On ne veut pas voir les faits. C'est pas la même chose. Non, le déni, c'est être conscient de comment dirais-je, comme son nom l'indique, on affirme que le problème n'existe pas. Lui, pour l'instant, il n'affirme rien, il ne dit rien. Alors, c'est un mensonge par omission, on va dire. Non, il souhaite que le clivage soit celui à l'ancienne. La lutte des classes. La lutte des classes. C'est ça. Alors qu'à l'évidence, il y a un nouveau clivage en France et qui pourrait être, je le fais pour que... La lutte des races. La lutte des races, voilà. Pour dire les choses simplement. De ce terme-là, mais
Je pense, il a l'avantage de rimer avec le précédent, et donc de fait, il y a je pense qu'il est plus anticapitaliste et à mon avis, il sera plus proche d'un bourgeois gaulois que d'un émir qatari qui a pris la possession d'un club de foot célèbre. Vous le voyez comme un nouveau Fabien Roussel, peut-être. Jean-Yves Le Gallou. Oui, moi je voudrais revenir sur la stratégie Terra Nova, qui est apparue dans les années 2010, et qui consiste à dire on va conquérir le pouvoir, ou construire le pouvoir autour des minorités. Je dois dire qu'au départ, je m'interrogeais sur le fait comment on arrive à la majorité avec des minorités, en l'occurrence des minorités ethniques, des minorités religieuses, des minorités sexuelles. Bon. Comment on arrive à la majorité avec des minorités ? Globalement, ça a fonctionné, y compris au deuxième tour des élections législatives. Et pourquoi ça a fonctionné ? D'abord parce qu'il y a une différentielle de vote. C'est-à-dire que les minorités, elles se mobilisent et elles votent massivement d'un côté plutôt que d'un autre. Un exemple, dans la circonscription d'Avignon où a été élu l'antifa Raphaël Arnaud, dans certains quartiers, il a fait 94% des voix. 94% des voix. Peut-être en mettant un peu la main à l'urne, mais enfin, passons. Bon. Et donc, les minorités votent, se mobilisent et votent. Plus que la majorité. Ça crée un premier différentiel. Deuxièmement, une partie de la majorité, elle est soumise à un tel torrent de propagande qu'elle s'aligne sur ce vote qu'on lui présente comme le vote convenable, finalement. Donc, ce qui explique le deuxième tour des élections législatives, où ce qu'on a appelé le barrage républicain, où malgré tout, un certain nombre de gens du centre, de la bourgeoisie, ont voté pour des candidats soutenus par LFI et proches de Mélenchon pour faire barrage. Donc ça a fonctionné par la propagande. C'est-à-dire que le système, c'est la coalition des minorités qui arrive à la majorité grâce à la propagande sur ce qui n'appartient pas aux minorités ethniques, religieuses ou sexuelles. À la désignation d'un bouc émissaire, le blanc colonialiste, patriarcal, misogyne, sexiste, homophobe, blablabla, mais quand ce bouc émissaire aura disparu, ces minorités-là ne peuvent pas s'entendre. Donc ça les mène eux-mêmes à... La guerre civile est inscrite dans leur coalition, en fait. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas s'entendre, c'est pas possible. Si on est une femme ou un gay, un LGBT, on ne peut pas s'entendre avec un musulman. Et si on est un musulman, c'est encore pire. Vous voyez déjà, le changement s'opère en Seine-Saint-Denis, où vous avez eu des maires de gauche dans un premier temps, puis des maires dits de droite dans un deuxième temps, qui ont été élus sur des bases communautaristes, en construisant des mosquées, en distribuant des aides, etc., et qui sont progressivement remplacés par des gens issus eux-mêmes des minorités. Absolument. Qui disent et pourquoi pas moi, oui. Et pourquoi pas moi. Et demain, il y a un maire de Seine-Saint-Denis qu'on présentait, son nom m'échappe là, comme un premier ministre possible, d'origine musulmane, qui a attaqué toutes les rencontres de Barnier avec les états-majors des différentes formations politiques, en disant où sont les Noirs, où sont les Arabes, où sont les musulmans. Oui. Voilà. Et alors surtout, aujourd'hui, on parle de proportionnel. Il faut s'imaginer qu'actuellement, tel issu de l'immigration, comme on dit poliment, mais qui a encore l'étiquette LR, PS ou LFI, mais demain, il peut très bien se dire, mais moi je vais prendre une étiquette qui correspond à ma vraie nature, c'est-à-dire qu'il aura une étiquette de liste communautaire musulmane, comme on le voit déjà dans certains pays de Scandinavie ou en Angleterre. Et là, en Belgique. Et en Belgique. Et là, tous ces pauvres imbéciles qui auront été naïfs, qui auront été les idiots utiles de l'islamisme, comme il y a eu des idiots utiles du communisme, se feront malheureusement... Et on voit le phénomène aux États-Unis, où, par exemple, le vote noir, il est à 85 ou 90% démocrate, alors que le vote blanc, il est à majorité républicaine, mais autour de 65%. Ah oui. Et donc, le différentiel est terrible, couplé avec la mobilisation pour inscrire les gens sur les listes électorales, qui est un phénomène qu'on voit pratiquer, qu'on a vu pratiquer aux États-Unis, notamment aux élections précédentes, et qu'on voit pratiquer aujourd'hui, que Mélenchon a pratiqué. Le délire palestinien de Mélenchon, c'est pour intéresser ces populations-là à voter, et avant de voter, à s'inscrire.
Alors, il faut quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon, Ruffin a quand même raison de le dénigrer. Je ne le ferai pas, mais Mélenchon disait quand même, en 2011, qu'il était là pour terrasser et fracasser Terra Nova. C'est quand même phénoménal. Et aujourd'hui, il en est devenu le dévoué serviteur. C'est-à-dire, il met en œuvre la politique de Terra Nova. Surtout, ce qui est hyper ironique, c'est que Terra Nova, normalement, c'était le PS, et qu'en fait, et que c'est LFI qui est en train d'appliquer parce qu'il mais continue, au fond, il continue à Mélenchon vomir reste Terra un Nova. PS. Il a été sénateur PS pendant un temps. Je ne sais même pas si sa conversion à LFI est authentiquement sincère. J'ai des doutes. En tout cas, il fait le constat que le modèle universaliste c'est terminé. Ça, c'est sûr. Oui. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus que les macronistes et de ce point de vue-là, on est peut-être plus proche de Mélenchon que de Ruffin. Oui, parce que nous avons le constat. Nous avons le constat. Qui est lucide. Alors, on n'en tire pas les mêmes conclusions, on n'a pas les mêmes soutiens, mais on a le même constat. Alors, quelques messages d'auditeurs, j'ai l'impression. Françoise. Une auditrice de Radio Courtoisie. Monsieur Mélenchon est né à Tanger, arrivé en France en 62, fils de franc-maçon et lui-même initié au Grand Orient, comme le disait le magazine Le Point, et dans une vidéo que vous devriez regarder. Il assume son métissage un peu juif, un peu arabe, mais il déplore qu'en arrivant en France, il ait vu trop de blonds aux yeux bleus. Qui dit ça, pardon? Monsieur Mélenchon. Mélenchon, je vois pas d'héritage juif à Mélenchon, pardon. Ah, ben oui, arrivé en France, oui. Fils de franc-maçon, c'est ce que dit l'auditrice, mais effectivement, il faut quand même être précis. C'est-à-dire, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par rapport à la maçonnerie, il est quand même en pleine déviation, parce que le modèle maçon est quand même un modèle universaliste, avec lequel il est aujourd'hui en rupture. Oui, oui, alors là, complètement. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Triangle. Oui, il y a de nombreuses, c'est vrai. Il y a des angles. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon. Alors, on va écouter un petit message, justement. C'est le moment de donner la parole. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné? Même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Oui, chers auditeurs, j'espère que vous vous sentirez mieux une fois que vous aurez fait un petit geste militant pour être en accord avec vos convictions et pour continuer à avoir une information que vous jugez de qualité, j'imagine, si vous continuez à nous écouter au-delà de 2 minutes. Alors, on va remercier justement ces auditeurs qui, eux, sont courageux et qui sont cohérents et qui nous aident à produire ces émissions. Et on va remercier donc cette auditrice, par exemple, de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, qui nous envoie 100 € et qui nous dit « 6 juin, ma cotisation complémentaire pour vous aider en cette année 2024. Je vous remercie pour toutes vos émissions et surtout à monsieur Mike Borowski qui nous apporte une nouvelle façon d'aborder de graves sujets. Prière de lui transmettre. » Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Un auditeur de Paris qui envoie 20 €. Ayant entendu l'appel désespéré que vous avez lancé sur les ondes ce matin, je vous adresse un petit compliment. Nous avons financièrement été terrassés pendant et depuis le Covid. Nous ne parvenons pas à nous en remettre. Les dettes sont encore nombreuses et nous mettrons plusieurs années à les rembourser. Eh bien, écoutez, cher auditeur, un immense merci parce que c'est extrêmement touchant ce message et vraiment, ça doit servir de modèle à tous ceux qui, eux, écoutent sans faire le moindre geste parce que là, bravo. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Une auditrice de Paris qui envoie 150 € et nous dit « Je vous envoie mon chèque estival pour soutenir notre radio. Après tant d'années de haut et de bas, il n'est pas possible qu'elle disparaisse. Mais dans le climat actuel, on ne sait jamais. J'aime beaucoup la matinale. L'équipe de jeunes anime avec un excellent dynamisme cette émission. » Une auditrice de Versailles qui envoie 100 €. Voici ma participation plutôt qu'à l'accoutumée pour répondre à votre appel. Effrayée que je suis à l'idée de vous perdre. Merci à tous. Eh bien, encore une fois, merci à vous, chère madame, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à la mobilisation de tous nos donateurs et de tous nos bienfaiteurs que nous pouvons tenir tous les jours et que nous réalisons ce que Jean Ferré lui-même appelait un petit miracle quotidien. Voilà, c'est simplement parce que des gens, derrière leur poste, comprennent qu'il est vital, s'ils veulent avoir une bonne information, une information qu'ils aiment, eh bien, de nous aider à la produire. Comme cette auditrice, d'ailleurs, de Saint-Maur-des-Fossés, qui envoie 50 € et qui dit « Amis de Radio Courtoisie, bonjour. Monsieur le Président, de grâce, ne supprimez pas ligne droite. Je suis très âgé, je n'ai pas d'ordinateur ni de télévision, je n'ai qu'une petite radio. » Ben écoutez, chère madame, alors croyez bien, j'ai créé ligne droite, alors croyez bien que j'ai aucune envie de la supprimer. Donc non, comptez sur nous, on la fera durer aussi longtemps que nous le pouvons.
Simplement, cet été, nous avons eu peur parce que, malheureusement, alors le bénévolat est la base de la vie de la radio. Néanmoins, les jeunes gens qui se lèvent tous les jours à 4h30 et les techniciens qui en font autant, il faut bien les payer. Et donc, c'est la vie. Et donc, à un moment, si on voit que les cotisations baissent, comme dans n'importe quelle entreprise, on est obligé de supprimer des emplois. Et nous avons eu très très peur cet été que cela nous menace et nous arrive. Mais d'où mon appel pressant, parce qu'il était vital pour nous de relancer la trésorerie de la radio. Et Dieu merci, nous avons été entendus et nous n'avons eu à supprimer aucun poste et nous pouvons continuer. Donc voilà. Heureusement que François Ruffin est là pour un défendre les auditeur salariés de Radio d'Aubervilliers qui envoie Courtoisie. 250 €. Veuillez accepter ce chèque pour la bonne maintenance de Radio Courtoisie. J'accepte. Petite radio, seule face à ses charges et sans publicité, où l'on peut respirer. Merci à toute l'équipe. Écoutez, cet auditeur d'Aubervilliers a tout compris. Oui. Seul, face à ses charges et sans publicité, où l'on peut respirer. Voilà. Merci à lui, merci à tous les auditeurs militants, merci à tous ceux qui, ce soir, après avoir eu un petit moment de honte parce qu'ils n'ont jamais donné, vont soudain se sentir mieux parce qu'ils vont faire un petit virement en ligne sur le site de Radio Courtoisie, radiocourtoisie.fr, ou parce qu'ils vont envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, Paris 16e. Nous reprenons notre émission avec un sujet extrêmement intéressant. C'est aussi une forme de militantisme qui est vraiment pertinente. Ça m'a étonné, ça m'a semblé vraiment un modèle à suivre. C'est celui de l'influenceur américain Robbie Starbuck, qui a un air de gros poupon. Il est tout rond, tout rose. Il a une bonne tête d'Américain. Il a un nom de marque de café de grande distribution, Robbie Starbuck. Et il est républicain. Et surtout, grâce à son talent d'influenceur et fort de ses 610 000 abonnés sur X, 610 001 depuis mon abonnement hier. 2, je me suis abonné. 2, ah, bravo. Charles-Henri, Xavier, Philippe, Françoise. J'attendais vos commentaires pour adhérer ou pas. Ah, eh bien, ce monsieur, il arrive à forcer les entreprises américaines à renoncer à leur politique wokiste. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et son but affiché, je cite, c'est « ramener la raison dans le monde des affaires américains ». Je crois que Philippe Ménard a potassé le sujet. J'ai potassé le sujet et au fur et à mesure que je mangeais du Robbie Starbuck, ça me faisait un peu le même effet que Chris Kyle. Vous savez, Chris Kyle, c'est ce tireur d'élite américain qui a été couvert de gloire et d'honneur et qui a publié une autobiographie où il expliquait qu'au moment des ouragans en Louisiane, avec son pick-up, il allait au milieu des ruines et il assassinait les gens qui étaient en train de piller. Donc ce type est un malade mental complet et donc il a tranquillement revendiqué 30 assassinats. Il n'a jamais été poursuivi parce que 30 assassinats aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Plus de 300 en Irak. Oui, mais en Irak, c'est un soldat qui fait la guerre. Là, c'était un soldat démobilisé qui avait gardé ses armes et qui assassinait ses compatriotes. Bon, Robbie Starbuck, toute proportion gardée, c'est quand même un type qui nous explique qu'il faut lutter contre le wokisme et qui choisit des proies. Il a raison. On est d'accord. Alors, Jack Daniels, Harley Davidson, les tracteurs John Deere, la bière Coors. C'est-à-dire ce sont des marques traîtresses, parce que ce sont des marques avec une image très viriliste, très américaine. Non, ce sont des marques américaines tout court, parce que viriliste, quand on regarde la communication d'Harley Davidson, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, les filles conduisent autant, et il y a des gangs de lesbiennes motardes qui vénèrent Harley Davidson. Et donc non, mais tout va bien. Je m'en suis pas soucié depuis mes 15 ans, donc vous me pardonnerez de ne pas être à la page. Non, mais surtout, voilà, lui part en guerre contre effectivement la manière dont ces gens sont en train de céder à la démarche DEI, donc diversité, égalité, inclusion. Et il le fait avec des moyens hyper américains, et notamment le truc qui a fait en sorte qu'il explose et que tout le monde en parle dans les journaux, c'est quand il a amené sa Harley Davidson, est descendu, s'est mis à tirer dessus à l'arme lourde avant de convoquer ses copains qui, eux, ont sorti les bazookas qu'ils avaient dans leur fonte et ont fini la malheureuse machine vraiment en tirant dessus avec une roquette. Pendant qu'un drone survole et nous permet d'avoir de belles images de ce délire absolument de taré complet
On peut pas le dire autrement. Alors j'ai essayé de le dire sur Facebook. Facebook m'a expliqué que c'était un discours de haine de traiter Robbie Starbuck de taré. Je pense que en fait, fallait dire qu'il était pour Trump. Il vous aurait tout permis. Ben oui, non, comme quoi même les médiateurs de Facebook ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et donc Robbie Starbuck a une audience croissante, mais en même temps, il faut quand même remarquer qu'il s'attaque à des entreprises au moment où, de toute façon, ces politiques DEI, donc diversité, égalité, inclusion, sont en train de refluer. Des universités ont renoncé à leur programme DEI en 2023. En 2024, le scandale des déclarations par exemple de Madame Gay, qui s'occupait de Harvard et qui expliquait qu'il était bien normal qu'on accuse les juifs de tous les maux sur les campus universitaires, était, elle, une fervente propagandiste du DEI. Et évidemment, ça a beaucoup reflué. Et en fait, les entreprises se sont toutes lancées dans ce programme DEI, après la mort de ce malfrat américain étranglé par un policier. Donc ça nous a valu Black Lives Matter, les vies les vies noires comptent. Et 3 ans plus tard, en fait, tout le monde est en train de mettre la pédale douce, soit d'ailleurs parce que tout le monde a déjà embauché son quota LGBTQIA+, ses différents quotas raciaux. Mais là, voilà, la politique des quotas, déjà, elle n'est plus légale par exemple pour le recrutement des universités. Donc la Cour suprême l'a supprimé. Et on peut dire que Robbie Starbuck est intéressant parce qu'il surfe sur cette vague-là. Il a effectivement saisi que c'était le moment d'y aller. Et comme le remarque un journaliste du Figaro, avec intelligence, il s'attaque à des marques qui ont voulu prendre en marche le train du wokisme, mais elles le prennent 3 ou 4 ans trop tard. Elles n'ont pas encore constitué une base suffisamment solide. Et donc, évidemment, Jack Daniels et Harley Davidson, à l'idée de perdre l'intégralité des gens qui achètent régulièrement du whisky ou qui changent de moto tous les 5 ans, ils se sont dit, bon, on va un peu mettre la pédale douce. Cela dit, est-ce que dans les faits, ces marques vont renoncer à leur politique wokiste ou est-ce qu'elles vont juste habiller autrement la politique wokiste ? C'est une chose de supprimer son département DEI, on en avait parlé sur Radio Courtoisie il y a quelques mois, où les grands ténors de la Silicon Valley sont en train de supprimer, de licencier des centaines et des milliers de personnes qui s'occupaient de diversité, d'égalité et d'inclusion. Donc je parle de Facebook, Microsoft, etc. Mais à côté de ça, on est en train de nous vendre le well-being de l'ouvrier américain, c'est autrement dit le bien-être. Le bien-être. Voilà, et donc dans le bien-être, c'est aussi d'avoir un endroit où on sent qu'il y a un peu d'inclusion. Et donc, bien sûr, on n'aura plus de politique inclusive, mais on fera en sorte quand même d'en pratiquer. Donc, bien sûr, regardez la vidéo de Robbie Starbuck, ne serait-ce que pour le plaisir de voir un Américain en train de parler de politique, c'est-à-dire avec les armes à la main, en train de massacrer une moto, tout en buvant de la bière et avec un barbecue pas blanc. Mais une fois plus, je n'invente rien. Regardez-là. Et tous ceux qui nous expliquent à quel point l'Amérique est une terre de liberté qu'il faut chérir devraient véritablement regarder ce que c'est que d'être américain. C'est quand même un peuple de barbares complets et d'analphabètes. Ça s'appelle, je veux dire, si vous aviez dit ça d'un autre peuple, on aurait peut-être un procès et une suspension de l'Arcom. Je ferai quand même une exception avec Musk, qui invente une nouvelle forme de voiture, qui repart à la conquête spatiale et a réimposé le thème de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Oui. Et il y a quand même, de grands Américains. Mais, absolument. Et d'ailleurs, la plupart de ces grands Américains, Elon Musk, Peter Thiel, etc., sont des Européens de la 2e génération. Et à mon avis, c'est pas un hasard. C'est pas Robbie Starbuck qui a inventé SpaceX. Non, mais voilà. Non, je veux dire, si franchement Radio Courtoisie devait faire la publicité de gens qui prétendent faire de la politique en baffrant un jambon à pleines dents et en défonçant une Harley Davidson avant d'aller tirer à la mitraillette sur des radars dans le... franchement, je serais navré, quoi. Xavier Van Lierde, ensuite Charles-Henri Deloy. Je ne connais pas du tout Robbie Starbuck, donc je me garderai d'en faire son apologie. Mais ce qui est quand même intéressant, je trouve, dans cette démarche, c'est d'utiliser les armes habituellement le tableau général, c'est celui de ce qu'on appelle la consomme-action, avec des consommes-acteurs. L'idée de base étant que la consommation est un acte politique et que donc, si un certain nombre d'acheteurs boycottent ou refusent les discours politiques, et Dieu sait si c'est nombreux, adoptés par des grandes compagnies, eh bien, ils pourront peser de façon à défendre leurs propres idées.
cette démarche-là me semble pas du tout absurde et elle est nécessaire parce que jusqu'ici, on parlait tout à l'heure de la note de Terra Nova et de l'activisme des minorités. Les minorités étant extrêmement militantes désormais et mues par un ressentiment lui-même militant, eh bien, elles avaient une force de frappe très importante. Elles permettaient de boycotter telle ou telle marque jugée trop conservatrice ou trop conforme aux valeurs de la majorité, aux valeurs autrefois dominantes. Et donc, c'est intéressant que la majorité se réveille et elle-même mette la pression sur un certain nombre de marques qui sont devenues militantes. Car sous la pression de ces minorités, beaucoup sont quand même engagés dans un discours de révolution culturelle absolument insupportable. Et donc, moi, je trouve ça chouette, sans juger donc les méthodes utilisées par Roby Starbuck, que des consommateurs européens ou américains de sensibilité conservatrice ou, disons, juste normale, rappellent à certaines marques que quand on achète une moto ou une bière ou autre, eh bien, on veut juste une bonne moto, une bonne bière, ouais. Des discours et des flots de propagande. Non, je donne la parole à Charles-Henri Deloy et ensuite vous répondrez groupé. Xavier a dit un petit peu ce que je voulais dire, parce qu'avant de flinguer ce pauvre Roby, je trouve que déjà s'il obtient des résultats, c'est déjà pas mal. Pour moi, il n'y a plus de résultats qui comptent. J'aimerais bien comprendre, ceci dit, sa méthode, parce que notre camarade l'a bien flingué, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa méthode. Comment s'y prend-il pour avoir des résultats? Eh bien, il fait une vidéo, il publie la vidéo, et ensuite, il demande à l'ensemble de sa communauté, donc il prétend évidemment que les 600 000 abonnés qu'il suivent agissent comme un seul homme, d'inonder l'entreprise de messages furieux, tout en appelant effectivement au boycott commercial. Et il a également un réseau comment dirais-je, d'adhérents, si je puis dire, donc c'est une sorte d'influenceur. D'abonnés, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que disait le président Bouclé pour le présenter. Qui lui pointe les causes à attaquer, quoi, qui lui font remonter de l'information grâce auquel il peut désigner des cibles. Donc c'est plutôt bien rodé, personnellement, je trouve ça. Apparemment, il y a des résultats et l'intention est bonne. Donc pourquoi le flinguer? Parce que c'est un Américain. Parce que en fait, considérer que Harley Davidson fait peser un danger sur l'âme américaine par rapport au programme de l'État fédéral, c'est voilà, c'est. Oui, mais imaginez qu'on arrive à faire ça en France avec une marque comme, je sais pas moi, Auchan. Xavier nous parle de boycott, il a parfaitement raison. Mais par exemple, Roby Starbuck ne s'est jamais attaqué à Disney. Mais les Américains tout seuls se sont mis à boycotter Disney et le côté woke de Disney. Roby Starbuck n'a pas attaqué Budweiser il y a un an et Budweiser s'est fait attaquer par d'autres consommateurs américains et non pas des influenceurs, mais un type qui un jour a sorti une chanson pour moquer la dérive LGBTQIA+, de Budweiser, et ça a marché. En fait, ce qui est intéressant surtout, et ce que ça révèle, c'est à quel point les entreprises américaines ont un marché intérieur qui est leur marché le plus important et qu'il y a très peu de marques françaises qui ont ce statut-là. Voilà, si vous essayez en France de lutter contre Coca-Cola, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, certes. Parce que c'est une marque mondiale. Mais par exemple, contre le slip français qui a fait des publicités diversitaires et wokistes, pourquoi pas? Mais voilà, mais on n'a pas réussi à le tuer, le slip français. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on parle de le slip français est en train de mourir. Ils en sont réduits à comment s'appelle, à commander en masse et à faire en sorte de surproduire pour essayer d'abaisser le coût unitaire. Et voilà, le type du slip français se répand en propos. On a l'impression que c'est Pierre Alexandre en train de réclamer des sous aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et voilà, et en train d'expliquer que c'est la dernière chance, et il pleure des larmes amères, comme quoi le président de la République parle de réindustrialiser sans s'occuper de la filière textile. Non, oui, bien sûr, ils sont en train de se viander. Voilà, donc en fait, il y a quand même ce dicton américain go broke, c'est-à-dire soyez éveillés, devenez fauchés, quoi. Oui, absolument. Et dans la filière textile française,
il y a Appert et il y a Terre de France. Donc il y a des qu'il faut faire connaître et qu'il faut soutenir. Qui sont l'inverse du slip français. Mais moi, je me vois pas en train de faire une vidéo, en train d'enlever mon slip et de le brûler avant de faire je ne sais pas quoi. Mais parce que vous êtes timide. Voilà. Allez, pour les 40 ans de Radio Courtoisie. Bon. Il faut oser, oui. Il y a quelque chose dedans, au moins. Est-ce qu'il y a des messages? Oui, bon. Un message d'auditeur. Juste une petite remarque zoologique. Il s'avère que l'autruche ne pratique pas justement la politique de l'autruche en se mettant la tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Cette légende vient d'une mauvaise observation d'un soi-disant scientifique. Voilà. L'autruche est victime de la désinformation. Et nous n'avons pas à le relayer des désinformations sur Radio Courtoisie. Bon. C'est très bonne observation. C'est une excellente rendu justice à l'autruche. Il faut lutter contre les préjugés autrichiens. Exactement. Allez, malheureusement, le temps nous presse, on a encore beaucoup de sujets. Trump contre Blabla Harris. Le débat a-t-il été biaisé? Qui a voulu tuer à nouveau Trump? Donc, le 10 septembre, les deux candidats à la présidentielle américaine se sont affrontés. Le débat a duré 90 minutes. Et après avoir ratiboisé Joe Biden, donc le candidat républicain, aurait cette fois moins bien maîtrisé les échanges, selon les médias. Et ça pose d'emblée une question. Kamala Harris pouvait-elle objectivement être pire que Biden? Donc forcément, j'ai l'impression que le fait qu'elle ne puisse pas être pire que Biden rend Trump un peu moins performant. Mais surtout, est-ce que selon vous, Kamala Harris a gagné le débat? Est-ce que les médias ont biaisé l'interprétation? Et qu'avez-vous pensé de ce débat? Moi, je pense que les médias ont surjoué l'interprétation en faveur de Harris. Qui s'est plutôt mieux débrouillé que ce qu'on pouvait penser. Que Biden que Biden, ce qui était évidemment pas difficile. Il semblerait que le match était quand même, comme ceux qu'on a dans les élections françaises, un peu truqué, puisqu'il y a 4 personnes, 2 qui s'affrontent et 2 arbitres, mais les 2 arbitres sont évidemment dans le camp de l'un. Et il y a eu, à minima, un biais dans ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus pour contredire Trump plusieurs dizaines de fois, y compris dans des conditions où ça n'était absolument pas justifié, et ils n'ont jamais contredit Kamala Harris, y compris quand elle racontait des choses inexactes, comme par exemple, elle niait sa position sur le retrait des armes, etc. Donc il y a eu un biais, il y a quand même eu aussi un certain nombre d'affirmations, semble-t-il, étayées, comme quoi les organisateurs lui avaient donné les questions, ou en tout cas l'avaient informé de la manière dont les choses allaient se passer. C'est exactement, ceci étant, c'est exactement ce qu'on a vu dans les élections françaises, quand Madame Caroline Roux arbitrait entre différents candidats, elle était plutôt du côté de l'un ou des uns que des autres. Voilà. Alors, il paraît d'ailleurs, on s'est beaucoup moqué de Trump concernant le fait qu'il ait dit que certains immigrés haïtiens tuaient des animaux domestiques et mangeaient notamment les chats, les chiens, ainsi que les canards en liberté. Et il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui est extrêmement au fait de ces questions, qui m'a envoyé des preuves, et notamment donc, pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, une vidéo qui s'appelle « What is happening in Springfield, Ohio » et tout un tas d'autres documents, mais en gros qui attestent que effectivement ces populations font ce que Trump a dit, quoi. Donc c'est quand même. En fait, c'est la manière dont Trump en parle. En fait, ce qu'il y a d'absolument délirant dans ce débat, c'est que Trump, quand il parle, est incapable de développer un argument. Et il est revenu d'une manière obsessionnelle sur l'immigration, puisque c'était censé être le point faible de Kamala Harris. Et Kamala Harris se contentait de le regarder en riant, et donc ça le mettait en rage. Et donc il a perdu son calme, il a perdu ses moyens, et il n'est pas capable de faire en sorte, sur un sujet précis, d'aller au bout de sa démonstration et de répondre à la question. Et donc de nous expliquer que les Haïtiens mangent les chats et les chiens comme s'il y avait des hordes d'Haïtiens en train de bouffer tous les chihuahuas de Springfield. Il n'y a peut-être pas beaucoup de chiens. Quelle est la stature? Enfin, ce mec-là avait dû regarder une vidéo de Robbie Starbuck juste avant. Alors, vous êtes quand même très sévère sur Trump. J'arrive le galop. Parce que Trump, je ne pense pas qu'il ait
un énorme bilan comme président pendant les 4 années où il a été président, sauf les nominations à la Cour suprême, qui ont abouti à des changements tout à fait importants. C'est remarquable, notamment sur la discrimination positive, notamment sur la défense de la vie. Donc il a au moins remarquablement réussi les nominations à la Cour suprême. Je dis qu'en tant que débatteur, il a raté son débat parce que justement, lui, il aurait pu parler du bilan de Kamala Harris. Il l'a fait quand même, non ? Mais oui, mais pas assez. Il aurait pu parler du fait, par exemple, qu'entre ce qu'elle défendait en 2019 et ce qu'elle défend en 2024, elle a fait un tournant à 180 degrés sur la moitié des sujets. Il aurait pu l'attaquer sur son bilan où elle a été nulle sur l'immigration, effectivement. Il y a d'autres choses qu'on peut reprocher à la mandature Biden et donc à la vice-présidente. Et il aurait pu aussi lui expliquer que son absence de programme ou le peu de choses qu'elle raconte est sans queue ni tête. Alors, il aura peut-être l'occasion parce qu'elle réclame encore un débat. Mais alors, oui. a priori, il n'est pas tellement chaud. Il a dit que ça pourrait s'envisager si ça se passait de manière différente et s'il fixait un peu plus les règles, par exemple, un débat sur Fox News. Mais le principal biais des débats politiques, en France comme aux États-Unis d'ailleurs, c'est qu'on ne parle jamais du bilan. Donc, c'est-à-dire, on juge les hommes politiques sur ce qu'ils annoncent qu'ils vont faire, sur les promesses qu'ils vont faire, jamais sur le bilan. Jamais. Alors ça, Trump l'a fait. Il lui a dit qu'elle était là pendant des années. Il a eu raison. Oui, mais je pense que le débat n'était pas organisé autour du bilan. Ah ben non. Et moi, je me souviens, alors c'est très ancien, de débats où Le Pen parlait du bilan et où on lui disait, le bilan brillant, on voit les résultats aujourd'hui, 40 ans plus tard, et où les arbitres lui disaient non, mais on parle de l'avenir. Ah bah forcément, voilà, vu la gueule du passé. Voilà, exactement. Et c'est ce qui se passe dans chaque débat. Charles-Henri Léloy. Bon, puisqu'il faut un avocat de Trump, je vais le faire. Parce que moi, une fois de plus, j'aime bien Trump. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde le déteste déjà. Vous connaissez mon penchant pour les causes indéfendables. Je le trouve très défendable. D'abord parce que c'est sous son mandat que les Américains n'ont déclaré aucune guerre inutile. Bon, déjà, il n'a pas foutu le bordel dans le monde comme ont fait tous ses prédécesseurs. En plus, pendant la crise covidique, il a eu un comportement courageux et remarquable contre tous les groupes de pression pharmaceutiques et compagnie. Et enfin, parce que il remet en cause le système, et comme l'a dit Jean-Yves, il a nommé des juges très bien à la Cour suprême. Donc, faute de mieux, on prend ce qu'on a, et Trump, après tout, il n'est pas pire qu'un autre, il est même bien meilleur. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas Trump, surtout quand tous les médias français lui tombent dessus. Xavier Van Lier, d'un mot là-dessus ? Oui, je voulais juste faire part d'une étude américaine d'un institut de recherche sur les médias et qui a donc analysé la façon dont les deux candidats, en l'occurrence Kamala Harris et Trump, sont traités par les principales chaînes de télévision américaines, en l'occurrence ABC, CBS et NBC. Et donc la couverture de Kamala Harris est à 84% positive, tandis que la couverture de Trump est à 89% négative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un biais d'analyse des principaux médias américains qui est sidérant. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le déséquilibre, on est dans le militantisme pur et simple. La propagande. Bien évidemment, cela joue aussi sur l'analyse de la rencontre télévisuelle entre Trump et Kamala Harris. Car un débat télévisé, ça ne se gagne pas seulement peu dans le média télévisé, mais dans la couverture qui est faite du débat lui-même et en troisième mi-temps, en quelque sorte. La troisième mi-temps médiatique du débat compte. Donc, si tous les médias expliquent ce qu'il fallait voir, certains en viennent même à relire la façon dont ils l'avaient eux-mêmes envisagé. Analysé, oui. Xavier a parfaitement raison. Philippe Ménard. Xavier a parfaitement raison, et c'est exactement ce qui s'était passé en 2016. Tout le monde disait que Trump était nul. Résultat, il a gagné. Et il y a quelques jours, avant le débat, des analystes remarquaient que cette espèce d'engouement stupéfiant, enfin, pas du tout stupéfiant en fait pour Kamala Harris, était quand même à mettre perpétuellement en regard avec les sondages qui donnaient Trump et Kamala Harris à 48-49%. Autrement dit, cette espèce de disproportion incroyable d'opinion favorable dans les médias de grand chemin américains en faveur de Trump n'était pas du tout le reflet de l'opinion publique.
Et donc là, les médias retombaient évidemment dans leur biais d'interprétation classique, habituel. où le républicain aux cheveux orange est censé être un proto-fasciste ou un post-fasciste, en tout cas un fasciste, et Kamala Harris était censée être la vierge descendue du Valhalla d'un progressiste pour nous apporter la joie. En attendant, c'est lui qu'on essaye de tuer, accessoirement. Mais voilà. Et Oui, donc, mais à cause de sa violence. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Oui, parce que l'argument... Et avec des armes qui l'autorisent, contrairement à Kamala qui voudrait les supprimer. À chaque fois qu'il est... ça commence à devenir fréquent, c'est la deuxième tentative d'attentat. Ça devient lassant. Quand même, à chaque fois, de la part de démocrates, le dernier avait un autocollant démocrate sur sa voiture. Bon, mais à chaque fois, si vous écoutez en tout cas les médias français, ce sont pareil les médias américains, la question c'est, oui, Trump attire la violence, c'est bien de sa oui, faute. mon pauvre monsieur. Voilà. Et donc c'est complètement retourné. J'ajouterais sur Trump qu'il y a autour de lui, alors je ne suis pas absolument sûr que ce soit un homme d'équipe, mais il y a quand même autour de lui, dans ses soutiens, deux personnalités, à mon avis, l'une et l'autre remarquables. C'est Elon Musk, dont j'ai déjà parlé, qui est pour nous très important, parce que c'est le défenseur de la liberté d'expression dans le monde. Notamment, oui, pas notamment sur les réseaux pas sociaux, seulement qui sont aux quand même États-Unis. gangrénés par le... Et puis, le wokisme. Robert Kennedy Jr., qui lui a une explication assez simple de la mort de son oncle, tué par l'État profond parce qu'il voulait éviter d'engager les États-Unis dans la guerre du Vietnam, comme ils s'y sont engagés après. Voilà. Xavier Van Lier, un mot sur ça, ou on est... Oui, la façon dont il est traité par les médias et la façon dont il est visé par un certain nombre de personnes, enfin, tentatives d'assassinat, forme système, en quelque sorte. Mais de la même manière, il y a quand même une Dans injustice. l'élection américaine, on n'est pas seulement dans un débat démocrate contre républicain. À l'évidence, Donald Trump est un candidat qui lutte réellement et qui fait réellement peur à tout un establishment qui comprend non seulement ses adversaires politiques, mais toute une machinerie d'État et une machinerie médiatique, c'est souvent la même. Et c'est ce qui rend cette élection certainement un grand enjeu, y compris pour nous. Et c'est d'ailleurs très proche, toute proportion gardée, mais de ce qui se passe avec le Rassemblement national, où on l'a vu là, où c'est vraiment effectivement une question quasiment ontologique. C'est-à-dire c'est vraiment une question de vie ou de mort, parce que c'est un système entier qui se sent réellement en péril. C'est-à-dire c'est pas juste l'alternance droite-gauche, c'est vraiment la remise en question du fond d'un vieux système installé depuis un long moment. Charles-Henri, juste un mot, Jean-Yves Le Gallou l'a dit aussi, c'est que ça me rappelle un petit peu ce qu'on reprochait à Jean-Marie Le Pen quand il faisait une manifestation et qu'il y avait des casseurs autour. On disait que c'était de la faute de Jean-Marie Le Pen. Bon, maintenant, on en est là. On tire sur Trump. C'est de la faute de Trump. Oui, c'est sûr que s'il n'existait pas, on ne tirerait pas sur lui. Mais imaginez que les mêmes, s'ils entendent un policier dire à une jeune femme, si on a essayé de vous violer, de vous mettre la main aux fesses, c'est parce que vous portez une mini-jupe. D'un seul coup, là, ils vont dire quoi, c'est la victime qui a toujours raison, etc., etc. Et pourquoi pas, d'ailleurs, c'est vrai que c'est abject de dire à une fille qui s'habillerait de manière légère que c'est de sa faute si elle se fait agresser. Mais un type qui se fait tirer dessus à balles réelles, c'est quand même pas de sa faute si on essaye de le tuer. Il y a quand même mais eux, c'est vraiment un deux poids deux mesures qui est assez fascinant. L'autre jour, la journaliste de France 2, qui était française, était vraiment la porte-parole de, je ne sais jamais son nom, Blabla Harris. Blabla Harris. C'était d'un parti pris. Alors qu'on est quand même sur le service public, elle aurait pu modérer ses propos. Elle avait un sourire jusqu'aux oreilles pour dire en gros, chouette, Blabla Harris est bien partie, la convention est formidable, sous les applaudissements. Enfin, il y a un parti pris. Et quand toutes les élites françaises disent que ce serait une catastrophe si Donald Trump était élu, évidemment, forcément, moi, on est tenté de penser le contraire. Oui. C'est plus que tenté. Moi, je pense carrément le contraire. Allez, il nous reste... Si j'étais américain, vous voteriez sans hésiter, je voterais pour lui. Il nous reste quelques minutes. Il y a encore au moins un sujet qu'il faut traiter, c'est celui de l'Italie, parce que c'est un scandale, mais qui est rigoureusement phénoménal. C'est incroyable et c'est dangereux également, je pense. Donc, Matteo Salvini, ancien ministre italien de l'Intérieur, risque 6 ans de prison pour avoir refusé l'accostage d'immigrés illégaux.
Est-ce que c'est sérieux ? Eh bien, oui, c'est sérieux. Matteo Salvini, donc, a été la cible d'une décision de justice, pas d'une décision, d'une réquisition du parquet de Palerme, mais la décision sera rendue le mois prochain, et on reproche à Matteo Salvini, donc, d'avoir, en 2019, refusé l'accès à un bateau d'immigrés illégaux d'accoster dans un port italien. Ce bateau avait été affrété par une ONG qui s'appelle Open Arms, ça veut dire à bras ouverts en anglais. Donc, évidemment, c'était une association d'aide aux immigrés illégaux. Et pendant 3 semaines, le navire est resté bloqué avant que les délinquants du droit d'asile donc, soient autorisés par la justice italienne encore à entrer sur l'île de Lampedusa, cette île qui est une île un peu qui est la passoire de l'Europe, littéralement. C'est-à-dire que c'est le trou par lequel passent tous les délinquants du droit d'asile. Et l'ONG ne s'est pas contentée de remporter une victoire sur le coup, elle a porté plainte contre Salvini, et ça a abouti finalement, et maintenant Salvini est authentiquement jugé et authentiquement en danger d'une privation de liberté, simplement parce qu'il a appliqué la loi. Et alors, pour finir la présentation de ce sujet, le procureur du tribunal de Palerme, qui s'appelle Jerry Ferrara, a rappelé qu'il y a un principe clé non discutable, c'est une vraie citation, hein. Il a dit « Entre les droits de l'homme et la protection de la souveraineté de l'État, les droits de l'homme doivent prévaloir dans notre système heureusement démocratique. » C'est quand même phénoménal, parce que c'est ça le vrai problème, là, c'est que c'est la dictature des juges et des droits de l'homme qui prend le pas sur l'intérêt, le bien commun. C'est fou, quoi. Et l'interprétation qu'il en a donnée, alors je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un Français qui est menacé de la même façon. C'est Fabrice Leggeri, qui était le directeur de Frontex, qui a fait l'objet, qui faisait son métier. Frontex, c'est l'organisation la police, de protection des frontières extérieures de l'Europe, qui faisait son métier, donc qui essayait de repousser ou de faire en sorte que ses troupes repoussent des clandestins. Et il a été accusé de ne pas respecter leurs droits. Il y a eu une enquête de l'Office de lutte contre la fraude de l'Union européenne et il a été amené à démissionner. Moyennant quoi, quelques mois plus tard, il a été appelé par Jordan Bardella, il a figuré en 2e position sur la liste. Et puis, très rapidement, on en a parlé sur le moment, parce que c'est une vraie personnalité compétente en matière d'immigration. On en a parlé sur le moment, puis très rapidement, il a disparu, on n'en a plus parlé. Pourquoi ? Parce qu'il a été attaqué, il a fait l'objet d'une plainte, immédiatement après sa candidature sur la liste de Bardella, une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de torture, plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme, financée par les contribuables, et Utopia 56, financée par les contribuables. Et donc, quand vous donnez de l'argent pour Radio Courtoisie, vous obtenez une déduction fiscale, vous donnez moins d'argent à l'État et moins d'argent à la Ligue des droits de l'homme et à Utopia 56. Soyez entendus, Jean-Yves Le Guen. Voilà. Mais ceci étant, Leggeri, il est dans une position comparable à celle de Salvini, et en tout cas, ça fait que le Rassemblement national n'a plus trop osé le mettre en avant, parce que dès qu'il aurait été dans une émission de télévision, les journalistes de gauche auraient dit « Mais attention, vous êtes poursuivis pour crime contre l'humanité, c'est pas rien ». Oui, mais en même temps, ça aurait été l'occasion de révéler quand même les coulisses, les dessous d'un système immonde. C'est incroyable que le Rassemblement national n'ait pas eu ce réflexe d'intelligence. Alors qu'ils nous ont habitués à être systématiquement brillants dans leur manière de répondre. Ils ne sont même pas américains. Pourtant. Voilà. Je suis sûr que Robbie Starbuck doit être en tête des vidéos qui sont regardées là-bas. Quel sarcasme. Xavier Van Lier, Charles-Henri Deloy, un mot sur cette affaire incroyable du droit des juges à disposer des lois. C'est déjà le cas en France où l'opinion populaire n'est plus prise en compte, puisque de toute façon, même si les députés, qui sont déjà timides, timorés, auraient l'audace de voter une loi qui restreigne l'immigration, que sais-je encore, les droits à des allocations, il y aurait soit le Conseil constitutionnel qui censurerait, soit le Conseil d'État, et puis après il y aurait
la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, avec tous ces étages et tous ces verrous, on n'est pas prêt de rendre la parole au peuple, donc nous ne sommes plus en réelle démocratie. Mais c'est exact. Ce qu'a dit le juge était en fait juste de rappeler aux Italiens qu'effectivement, au-dessus de la loi italienne, il y avait les lois européennes et que ces lois européennes sont présentées par l'Union européenne comme étant supérieures. Pardon, c'est le principe des droits de l'homme qui est au-delà de l'Union européenne. Il oppose deux principes, le principe des droits de l'homme et le principe de la souveraineté. C'est au-delà de l'Union européenne, c'est une surinterprétation de la charte de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une surinterprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Au-dessus du soleil, comme disait C'est une religion d'État, c'est une religion de continent, puisque l'Europe n'est pas un État, mais c'est une religion. C'est-à-dire que c'est comme sous l'Ancien Régime. Oui. Il y avait les lois fondamentales du royaume non écrites. Maintenant, il y aura la religion fondamentale non écrite des droits de l'homme. Qui s'oppose aux hommes. Paradoxalement, parce que néanmoins, aux hommes précisément. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est l'homme abstrait contre les hommes concrets, quoi. Xavier Vallière, c'est pas l'homme abstrait, c'est une religion. C'est pas qui est interprétée selon l'époque par une prétendue élite qui impose sa vision des choses. Voilà, c'est l'être divin. Xavier Van Lier, un mot sur cette affaire Salvini avant qu'on passe au pape. Ça démontre que l'immigrationnisme et le mondialisme sont aujourd'hui des totalitarismes. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas comprendre ce à quoi on a affaire. Quand on est du côté des libertés aujourd'hui, on ne peut pas être contre, on ne peut pas ne pas être contre ces gens-là. C'est vraiment une chape de plomb absolument effroyable. Et la citation que vous avez donnée du procureur est effectivement sidérante, puisque cette façon, comme le dit Charles-Henri Deloy, d'exciper de principes abstraits contre le droit positif et la volonté des peuples éclaire d'une lumière extrêmement crue les enjeux. Oui, c'est hallucinant. C'est-à-dire vraiment que les lois n'ont plus de valeur face au dogme. C'est ce que dit Charles-Henri Deloy. Oui, mais c'est la nouvelle définition de la démocratie, ce que dit le procureur. Oui. La démocratie, c'est l'interprétation que moi, juge, je fais des droits de l'homme. Oui. C'est ça. Pour le bien de gens qui ne comprennent pas comment ça doit fonctionner et qui votent mal et qui sont soumis à la pression des populistes. La démocratie, ce n'est plus l'expression de la volonté populaire qu'il faut respecter, c'est la référence à un certain nombre de valeurs qu'on peut tendre dans. Mais et c'est quand même dans le cadre de l'Union européenne qu'on est en train de nous dire que la définition de l'état de droit, ce n'est pas un état où il existe un droit avec une constitution, c'est un état de droit avec un S où il faut en permanence respecter les droits des autres. Voilà. Oui. Et donc c'est quand même malgré tout à cause de ça que je le range à l'intérieur du cadre de l'Union européenne, puisque toute l'histoire juridique de l'Union européenne est de faire avancer des lois supranationales et des normes supranationales. Mais l'Angleterre après le Brexit, quand elle a voulu traiter le cas de demandeurs d'asile en dehors de son territoire, les juges anglais se sont dressés contre la décision du gouvernement anglais, en l'occurrence c'était Rishi Sunak à l'époque. Ils n'étaient plus dans l'Union européenne, mais ça fonctionnait exactement de la même manière. Mais parce que tous les pays, y compris la France, ont inscrit des textes comme la Déclaration européenne des droits de l'homme, ou même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française, comme étant dans les textes constitutifs du droit. Du droit légal, si j'ose dire. Ça fait partie de notre appareil juridique. Et donc, effectivement, quand on met ce genre de nuée républicaine et démocratique à la base même du système légal, toutes les interprétations stupides sont possibles. Alors, il nous reste quelques minutes. En une minute, je crois que ni Charles-Henri ni Xavier ne sont d'accord avec Philippe Ménard. Donc, c'est incroyable. Vraiment, une minute chacun, s'il vous plaît, astreignez-vous. Nous n'avons pas besoin du droit européen pour arriver à ce genre d'absurdité, puisqu'en France, ça a été fait par le biais du bloc de constitutionnalité, qui a consisté à mettre le préambule de la Constitution dans les sources de droit, tant et si bien qu'un gars qui s'appelle, je crois, Cédric Herriou, qui est une sorte de passeur de clandestins dans les Alpes, a été blanchi et n'a pas pu être condamné, alors qu'il avait été condamné en première instance, a gagné parce que le Conseil constitutionnel, si je ne me trompe pas, a considéré que... le principe de fraternité. De fraternité qui est inscrit dans le préambule. Donc il n'y a pas besoin des lois européennes. Cette nuée de valeurs molles
qu'on met en avant existent dans notre propre Constitution. Donc c'est une révolution culturelle qu'il faut mener et juridique qu'il faut mener, à la fois certes au niveau européen, mais aussi au niveau national pour commencer. Charles-Henri. Voilà. Oui, c'est là. Alors pour continuer, c'est la dérive d'interprétation du Conseil constitutionnel qui a été fait simplement pour examiner sur la forme, le respect des lois par rapport à la Constitution, c'est-à-dire un peu ce que fait la Cour de cassation vis-à-vis des cours d'appel. On juge le jugement, on juge la façon dont les lois ont été prises, mais on ne juge pas le fond ou le bien fondé de la loi. Et c'est malheureusement la dérive du Conseil constitutionnel qui n'a jamais été créé pour ça. Mais effectivement, je rejoins Xavier, il s'auto-proclame juge du fond avec, encore une fois, une appropriation des droits de l'homme, finalement qu'on peut interpréter ad nominem, et ça peut aller très loin, ce qui fait que, encore une fois, on tombe dans le religieux, et cette religion devient mondiale. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir un système juridique souverain, puisque de toute façon, les cours suprêmes imposeront leur façon de voir, quel que soit l'État membre. Jean-Yves, en une minute aussi. Juste pour l'anecdote et uniquement dans le système français, la dérive du Conseil constitutionnel, c'est 1971, avec un président, Gaston Palevski, qui est un gaulliste de stricte obédience, mis en place là par le général de Gaulle, et qui va tout à fait à l'encontre de ce qui était prévu au départ, en étendant le contrôle du Conseil constitutionnel sur le fond en faveur, en fonction à l'époque des lois républicaines. Des lois républicaines pour contester une loi sur les associations. Et pourquoi Palevski a fait ça ? C'est en l'occurrence pas pour des raisons idéologiques, c'était par vengeance pour embêter Pompidou. Voilà. Quand on voit le résultat... mais ça se serait fait sûrement parce que c'est la logique. C'était une évolution. C'est aussi la logique de transformation des magistratures en Europe sur le modèle de la Cour suprême américaine. C'est aussi une forme d'américanisation. Frédéric Rouvilliard a écrit tout un bouquin là-dessus absolument passionnant. Bon. Qui s'appelle ? J'ai oublié, mais c'est le dernier. C'est le dernier. Bon. Frédéric Rouvilliard, d'ailleurs, excellent juriste et ami de Radio Courtoisie. Alors, on vient de voir les juges, maintenant on passe au pape. C'est la même religion. On change simplement de niveau, d'échelon. Donc le pape François vient de passer 48 heures à Singapour, donc les 11 et 12 septembre. Il a été accueilli par le président là-bas et les dirigeants donc, de ce petit État qui fait 6 millions d'habitants. Et il en a profité pour leur donner une leçon de droit de l'hommisme, lui aussi, au sujet des migrants. Il se trouve donc qu'il y a apparemment 300 000 immigrés qui travaillent à Singapour et qui ne sont pas toujours aussi bien traités qu'en France ou au Vatican, où d'ailleurs les statistiques de migrants sont inconnues. Je ne sais pas combien il y a de migrants au Vatican, mais sûrement un tas, puisque... énormément. J'imagine. Le gouvernement des juges, le livre de Rouy. Ouais. Ah ben c'est très bien. Et donc de retour au Vatican, il a aussi fait, dans son avion, il a fait la leçon à Trump sur la question de l'immigration en disant « Qui ne prend pas soin du migrant commet un manquement, c'est un péché contre la vie et contre les gens. » Et il en a profité, d'ailleurs, je vous le signale, pour dire aux journalistes qu'il interrogeait sur sa venue en France, pour faire un petit caca nerveux et pontifical au sujet de sa venue, pour la réouverture de Notre-Dame, il a dit, je cite, « Je n'irai pas à Paris, je n'irai pas à Paris ». C'était peut-être pas la peine de s'énerver à ce point, mais en tout cas, c'était clair. Et oui, c'est la seule bonne nouvelle de son histoire. Et voilà, donc on ne verra pas le pape, on est bien content. Il sera aux Canaries, sûrement parce qu'il fait plus beau. Alors, que vous évoque à nouveau cette religion, voilà, on en revient à cette religion des droits de l'homme, ces déclarations du pape. Monsieur Imbroglio est le pape de cette nouvelle religion. Bah oui, manifestement, c'est la conclusion, j'ai l'impression qu'on peut en tirer. Je l'appelle Monsieur Imbroglio. J'avais noté la finesse. C'est jamais très net. Et c'est très bon. Philippe Ménard, est-ce que c'est bien catholique, tout ça, de défendre l'immigration à ce point et... Non, pas du tout. Laurent Dandrieux a écrit un très très bon bouquin, lui aussi, sur l'Église et l'immigration, où on voit bien d'abord, d'une part, que l'Église catholique varie en fonction des intérêts. Quand le pape, je vais dire Pie XII, mais ça se trouve, c'était absolument pas lui, défend l'immigration, c'est aussi au moment où il y a une vague d'immigration italienne à destination des États-Unis. Oui. Donc évidemment, il a envie d'aider ses compatriotes
à aller chercher arriver. une nourriture meilleure, et il dit que c'est très bien. Et voilà, même chose quand il s'agit de justifier que les Irlandais, que les Anglais sont en train de faire, protestants sont en train de faire crever de faim, trouvent refuge aux États-Unis. C'est une bonne chose. La manière dont le pape, lui, attaque l'immigration, c'est selon un principe de liberté absolue de circulation de n'importe qui, n'importe où. Peut-être qu'il est client avec du une fois de Béritz. plus une idée transnationale. Il déteste les nations par principe. Donc c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc ça n'a rien de catholique. Ça, c'est une opinion personnelle du pape François. Oui. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il ne dit jamais la France. Oui, mais Il dit Marseille, il dit Paris, mais bizarrement, Oui. c'est assez particulier. Ça traduit quasiment un comportement de sociopathe. Non, il bah, refuse de prononcer le mot France. À tel point qu'à un moment, il a dit « Je ne viendrai pas en France. Je viendrai à Marseille. » Oui, à Marseille, Oui, c'est il ça, l'a dit, exactement. il l'a dit. Mais ça traduit Et quand de même pimpon, quoi. Hein. De toute façon, pour le pape actuel, l'Europe, c'est terminé. Lui, il Oui. joue le tiers-monde. Pour lui, l'Europe, c'est du passé. Oui, C'est sans déjà doute, oui. terminé. C'est pas très Et universaliste. si c'était des Européens qui immigraient en Afrique, il dirait que c'est de la colonisation, que c'est pas bien. Xavier Van Lierde, vous vouliez réagir sur ce Oui, propos du pape? le pape François, il est dans une rupture totale. Parce on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une mauvaise évaluation du devoir de charité, des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Dans son discours, il voit l'émigration, les migrants comme l'instrument d'un projet eschatologique et qui là pour le coup n'est absolument pas catholique puisqu'il s'agit en quelque sorte de faire advenir la cité de Dieu, mais sur terre. Donc en réalité, C'est communiste, ça. Non, mais c'est même plus que communiste, c'est-à-dire que c'est une subversion Ou c'est athée, totale. oui. C'est-à-dire qu'il y a une cité de Dieu où effectivement, dans l'intimité du Seigneur, eh bien, on abandonnera ses attaches, mais là, il s'agit de la réaliser ici, tout de suite, et là, c'est en rupture complète avec tous les enseignements de l'Église, Ouais. et notamment, pour ne citer que les plus récents de Jean-Paul II, qui avait toute une théologie des nations. Toute une théologie des nations et de la nécessité, au contraire, de respecter un ordre naturel dans lequel il y avait un certain nombre de communautés, la famille, la région, tout un tas d'attachements, et avec, de façon assez fine, l'idée qu'elle s'intégrait dans le projet divin et qu'il était prudent de respecter cet ordre-là pour ne pas créer de catastrophe. Catastrophe que son lointain successeur, donc Imbroglio, comme dirait eh bien, met à bas. Bon, et bien sur ces fortes paroles, la messe est dite. Chers amis, notre émission touche à sa fin. Merci Françoise, merci Humphrey Pocard qui nous a quittés, mais qu'on remercie néanmoins. Merci Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine, dont il faudra bien un jour que vous nous donniez le sommaire. Merci Xavier Van Lierde, Charles-Henri Deslois et Jean-Yves Le Gallou. Je vous laisse maintenant avec Thierry Lenz qui prend la suite dans cette deuxième partie d'émission. À la semaine prochaine.